Donc, on va passer à la table numéro 2. Donc, cette table, c'est donc sur le rôle et les apports de l'IA donc, dans l'axe autonomie et bien vieillir. Donc, on le sait, le vieillissement de la population, en fait, c'est un défi majeur aujourd'hui. C'est pas rien qu'en France, c'est de par le monde entier. Et ça pose des défis en matière d'autonomie, ça pose des défis également en matière de qualité de vie et de soutien adapté. Et bien sûr, dans ce contexte, l'IA pourrait être, je mets ça au conditionnel, en tout cas nos intervenants nous diront si c'est le cas ou pas, pourrait être un levier puissant pour renforcer l'autonomie, à condition bien sûr de le penser de manière à la fois inclusive et responsable. Et l'enjeu, comme vous le savez, quand on parle d'IA, n'est pas de remplacer l'humain, mais au contraire de pouvoir lui redonner du temps et du sens. Donc, pour débattre de ce sujet, j'accueille le professeur donc, Antoine Piot, qui a fait l'introduction, qui est effectivement vice-président de l'Agence numérique de santé, mais aussi donc, médecin gériatre et directeur médical et innovation chez Clariane. Professeur Stéphanie Alassonnière, qui est donc professeure de mathématiques appliquées à l'université Paris-Cité et directrice adjointe de l'Institut Prairie, qui est présent à Paris Santé Campus. C'est un institut qui rassemble des industriels et des laboratoires autour de l'IA. Françoise Tannenbaum, qui est donc présidente de l'Union des gérontopôles de France. Marc Bourquin, qui est conseiller stratégie. Je ne sais pas s'il est là. Marc, il est là. Marc, la FHF. Non, non, oui, non. Non. On n'a pas checké les intervenants. Bon, on fera sans lui. Hein. Et vous allez avoir plus de temps de parole, c'est génial. Oui. Donc David, je te passe la parole. Ah, c'est à moi. On avait 6 minutes qu'on va diviser par 3 au lieu de 4. Une première question, alors dans le sens, je sais jamais, peut-être Antoine, pour toi, en premier. Pour une fois, c'est une table ronde inversée, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est génial. Je dis ça en tant que femme de santé. Hein. Une petite question, Antoine. C'est quoi pour toi les besoins fondamentaux et urgents pour justement accompagner le vieillissement et favoriser l'autonomie des personnes? Je pense que ça a été un peu abordé dans la première table ronde. Autrement dit, on a un système qui a été construit à une époque où l'espérance de vie était de 60-65 ans et où le risque c'était les maladies infectieuses. Et finalement, où on attendait que les risques soient réalisés avant d'agir. Mais la gestion du risque, c'est pas ça en théorie. Normalement, on intervient avant le risque. Et maintenant, on est dans une nouvelle époque où les femmes ont une espérance de vie de 85 ans, les hommes de 80, donc ça n'a aucun rapport, et où ce système ne fonctionne plus. Et donc, si on veut renverser la table, ça veut dire qu'il faut qu'on suive des grandes cohortes de personnes qui vont bien, pour pouvoir capter les signaux faibles, dépister les risques et agir en amont. Alors, d'une part, ça serait très souhaitable humainement, mais d'autre part, ça serait la seule option viable économiquement. Et si on veut faire ça, ça veut dire collecter de la donnée massive, et ça veut dire qu'on va avoir besoin de l'IA. Donc là, ce n'est pas l'IA gadget qu'il faut caler dans tous les congrès, dans tous les papiers pour attirer l'attention. C'est vraiment l'IA parce qu'on ne sait pas faire autrement, en fait. Si je commence à suivre des cohortes de 2 millions de personnes sur une thématique donnée, a priori, ce n'est pas avec mes petites mains et mon téléphone que je vais y arriver, quoi. Quand on fait moins, on gagne des points ou... Ouais. Là, c'est juste. Ouais. Professeur Alassonnière. Alors, je pense être un petit peu provocatrice, mais je pense qu'il va falloir qu'on change notre point de vue à tous et qu'on soit en capacité de prendre des risques plus rapidement et de manière plus efficace. Pourquoi prendre des risques? Parce que oui, l'IA, on ne la connaît pas, ça va très vite, les choses changent. Donc il y a un moment où il va falloir accepter de se dire, je prends le risque de faire, parce que finalement, le risque de ne pas faire est plus important. Et on ne l'a pas encore dans la e-santé. On l'a dans le médicament. Le médicament, le ratio bénéfice-risque est bien évalué. Quel est le risque de traiter un patient de cancer par une chimiothérapie? Tous les effets secondaires, le risque que ça ne fonctionne pas, le risque qu'il y ait une rechute à un certain temps qu'on ne connaît pas, etc. Mais le risque de ne pas faire, c'est de les laisser mourir. Voilà. Maintenant, en e-santé, il va falloir avoir exactement cette même façon de penser. Et donc, c'est un changement de paradigme complet de tout le monde. Toute époque, en fait. Hein. Mais il faut que ça aboutisse quand même. Madame Tannenbaum, en 1 minute chrono également, si vous pouvez répondre à la question de David Pétoton. C'était quoi la question? Ça sera ce que vous voulez.
Mais l'IA, c'est une chance. C'est vraiment une chance. C'est une chance de donner plus de qualité de vie aux seniors. C'est une chance d'aider les professionnels de santé, pas les remplacer, les aider. C'est une chance aussi de rompre l'isolement des seniors. Donc c'est une chance qu'il faut saisir. Bien sûr, professeur Piot, il va falloir faire attention. Il va falloir mettre des limites. Il va falloir mettre de l'éthique. Mais c'est une chance qu'il faut saisir. Comme on a encore un peu de temps, mais les soignants aussi. Eh oui. Alors, on n'a plus le chrono parce que c'était marrant ça. Non, mais non, mais je vais rebondir. Alors attention, hein. Attention, je suis d'accord. non, mais clairement, il faut un cadre réglementaire, éthique, etc. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que c'est un des rares consensus. Mais je suis complètement d'accord. En fait, moi, des fois, je suis abasourdi par les débats sur la sécurité. C'est-à-dire, concrètement, comment ça se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis un usager du système de santé comme vous. Je vais dans ma pharmacie à 200 mètres de chez moi. J'ai mes voisins devant moi et j'entends la pharmacienne leur expliquer comment prendre leur antidépresseur. D'accord ? C'est pas top. Je reçois des comptes rendus par papier. N'importe qui peut ouvrir ma boîte aux lettres. N'importe qui peut les lire. Je vais à la pharmacie chercher des médicaments. Il y a marqué « Envoyez-nous nos ordonnances à pharmacie@gmail.com ». Donc, je veux dire, on est au niveau 0 de la sécurité. Et là, on m'explique que je ne peux pas envoyer un lien de téléconsultation à Mamie Germaine dans le Gers sans lui envoyer un identifiant, un code, une triple authentification. Sinon, il y a un hacker russe qui va se jeter sur elle. Donc, franchement, je suis complètement d'accord. L'éthique, c'est arbitrer entre des choix imparfaits. Et en tant que gériatre, je l'ai vécu au quotidien. C'est-à-dire, OK, vous avez mis une caméra de surveillance pour surveiller votre mère. C'est pas cool. Mais l'alternative, c'est vous l'attachez ou vous fermez la porte à clé. Parce qu'elle est démente, elle déambule, elle va ouvrir le gaz, elle va sur la départementale. Donc, oui, on est dans un monde imparfait, avec des choix imparfaits, et c'est ça le raisonnement éthique. C'est pas dire on va tout baliser, tout faire bien, comme ça on ouvre le parapluie, etc. On peut rien nous reprocher, mais par contre il n'y a plus rien qui marche. Ouais. Les choix imparfaits, j'aime bien cette approche. Ouais. Donc on a déjà commencé un petit peu à rentrer dans le vif du sujet avec les usages, entre guillemets. Donc vous avez du temps, un petit peu plus de temps que les autres, puisque vous êtes moins nombreux. Donc est-ce que vous avez des usages, des projets que vous pouvez dévoiler, bien évidemment, concernant donc l'apport réel de l'IA aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai un exemple de l'apport de l'IA aujourd'hui sur les maladies neurodégénératives. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? Et puis après, j'aborderai probablement ce qui se passera, j'espère, dans pas trop longtemps. Mais après, on verra bien en fonction, effectivement, du réglementaire. Donc, ce qu'on fait déjà, c'est on a construit des jumeaux numériques des patients qui ont des maladies neurodégénératives. À partir de ces jumeaux, on est en capacité d'anticiper de 4 ans en moyenne le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. Anticiper de 4 ans, alors certains vont dire super, so what, il n'y a pas de médicaments en France. Bon, il n'y en a pas en France, mais il y en a ailleurs. Déjà, et de 1, et puis il y a des essais cliniques. On pourrait orienter ces patients très en amont pour qu'ils rentrent dans un essai et que la pertinence de la molécule soit peut-être plus significative avant qu'il soit complètement, qu'il ait une perte d'autonomie complète, ce patient. On va aussi être en capacité de mettre en place des thérapies non médicamenteuses. Pour un Alzheimer, éviter l'isolement, c'est une base. Éviter, renforcer les activités de la mémoire par des outils numériques. Ça peut être des choses très très simples, mais forcer la personne à refaire fonctionner autrement son cerveau. Et ça, tout ça, c'est du non médicamenteux, mais qui peut justement au long cours éviter la perte d'autonomie. Alors évidemment, c'est pas utilisé. C'est utilisé pour préqualifier les patients dans les essais cliniques. Ça, oui. Alors aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'essais cliniques en France sur Alzheimer, je passe de nouveau un petit peu de... Voilà. En général, je fais plutôt cocorico, mais sur ce point-là, il faut être complètement honnête. On a des outils super en France et on n'est pas capable d'avoir un essai clinique qui s'ouvre. Alors si, à Montpellier, il va y en avoir un. Roche va ouvrir un essai prédictome. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, on le fait pour les essais cliniques, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que ça devient un outil d'aide au diagnostic et qu'il faut faire une évaluation essai clinique
Et puis, bénéfice-risque médico-économique. Quand vous êtes en train d'anticiper de 4 ans une maladie, vous avez un essai clinique qui devra durer 10 ans. Bah, vous ne le faites pas, parce que ça coûte trop cher, les patients ne vont pas tenir 10 ans dans un essai clinique. Donc en fait, la façon d'évaluer la prévention doit fondamentalement changer. Oui, je suis beaucoup dans le changement. On doit changer de mentalité, mais on doit changer de façon d'évaluer aussi. Quand on parle de prévention et d'éviter la perte d'autonomie, c'est du long cours. On ne peut pas envisager d'évaluer le bénéfice médico-économique à 18 mois. On ne le verra pas. C'est évident. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions, d'autres façons de se mettre dans la mouvance de la prévention et de travailler avec des citoyens et pas des patients. Et puis, ce que j'aimerais, moi, à terme, c'est qu'on soit en capacité de mettre toute la technologie à disposition du suivi de patients. Alors, vous parliez de la caméra qui surveille Mamie Germaine dans le Gers. Il pourrait y avoir une IA qui appellerait Mamie Germaine tous les jours, de manière automatique, aléatoirement dans la journée, pour vérifier déjà qu'elle décroche. Si elle ne décroche pas, c'est qu'elle est couchée ou c'est qu'elle est tombée. Pour mettre en place une captation vidéo, s'il n'y a jamais, pour vérifier où elle est. Si elle décroche, vérifier qu'elle est cohérente, en reposant des questions sur ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, qui elle a vu, etc. Et toute cette prise vocale va être analysée avec le longitudinal qui va permettre de détecter des signaux faibles, par exemple des vibrations dans la parole, signe peut-être d'une maladie comme le Parkinson qui s'installe, ou d'autres choses, qui sont des éléments qui peuvent être faits extrêmement facilement avec les outils qu'on a à l'heure actuelle, l'ambient listening par exemple. Et puis, s'il y a quelque chose, mettre en place et agir, donc là on arrive sur l'IA agentique, agir en disant, bon bah Mamie Germaine ne répond pas au téléphone. Je suis désolée, hein. Je l'aime bien finalement, Mamie Germaine. Mamie Germaine ne répond pas au téléphone. Il y a des infirmières ou des infirmiers, des kinés pas loin. On va demander à X d'aller chercher Mamie Germaine pour voir ce qu'elle a. Ou alors, rentrer dans l'objectif qu'a commencé à déployer la Poste Santé Autonomie d'utiliser les facteurs. Mais là, le facteur, il ne va pas juste déposer la lettre dans la boîte à lettres de Mamie Germaine, mais elle est toquée pour vérifier qu'elle est debout ou qu'elle n'est pas malade ou qu'elle n'a pas besoin de quelque chose. Et donc, enclencher une action, donc c'est l'IA agentique qui va décider, agir et orchestrer des agents à la fois humains et numériques pour que Mamie Germaine ne se retrouve pas dans une situation d'isolement, de stress et potentiellement par terre toute seule dans sa maison. Alors dans ces cas-là, le professeur Antoine Biot parlait d'éthique tout à l'heure. Quid du consentement, de la confidentialité Qu'est-ce que vous préférez, laisser Mamie Germaine par terre ? Alors le problème du consentement, de toute façon, chez les personnes qui ont des troubles cognitifs, n'est pas du tout résolu. Je vous prends un exemple très concret, l'entrée en EHPAD. On rentre en EHPAD parce qu'on a des troubles cognitifs, des troubles du jugement, etc., en général, du moins dans 80% des cas. Et la loi exige qu'on ait le consentement de la personne, ce qu'on n'a jamais. Les gens, ils ne sont pas sous tutelle, sous curatelle, donc on prend l'avis de la famille, mais c'est complètement illégal. Donc ça, c'est un débat qui n'est pas résolu de manière générale. Et on reste sur les exemples d'innovation ou... Non, le vôtre. Donc, moi, je peux vous donner 2 exemples, un très terrain, très basique, mais c'est informatif, et un plus prospectif. Donc un exemple très basique, très terrain, c'est dans les EHPAD. Par exemple, dans le groupe Clarion, on a des EHPAD partout en Europe, avec beaucoup d'aides-soignantes, un turnover relativement important, des gens de plutôt faible niveau socio-culturel, beaucoup de gens issus de l'immigration avec des difficultés d'écriture parfois. Et on a beaucoup de mal à avoir des transmissions assez claires et précises pour les patients, le poids, les constantes, comment ils vont, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce que la toilette s'est bien passée, etc. Et surtout, c'est une perte de temps monstrueuse. C'est-à-dire, ils notent une perte d'infos monstrueuse. Ils notent sur des bouts de papier, ils se battent pour l'ordi, ils passent 1 heure à saisir les données de travers, des fois ils se trompent de patient, de résident, c'est la catastrophe. Et donc, quelque chose de très simple, c'est la reconnaissance vocale au lit du patient, où je dis, tiens, je suis en train de prendre en charge... alors c'est pas Mamie Germaine parce qu'on est en Allemagne là, mais c'est Ruth. Donc je prends en charge Ruth, son poids est de temps, ses constantes sont de temps. Elle le dit à l'oral, potentiellement avec un allemand approximatif, et l'IA de reconnaissance vocale va reconnaître les infos et aller les mettre au bon endroit dans le dossier patient. Donc le poids ira dans le poids, si jamais c'est pas cohérent, il va y avoir un feedback, etc. Et ça, il y a
pas mal d'outils qui le font. Alors celui qu'on utilise, nous en Allemagne, il s'appelle Voice. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est pas forcément ça, parce que ça, on se dit, so what? On a tous des outils de reconnaissance vocale qui marchent assez bien chez nous, Alexa, etc. Mais là, c'est parce qu'on se met toujours dans notre contexte à nous, où on a la fibre, le Wi-Fi, tout qui marche super bien. Mais en fait, du Wi-Fi clean dans tous les établissements médico-sociaux d'Europe, ça n'existe pas. Hein. Donc quand on est dans l'aile Est, là, au fin fond de je ne sais pas quelle région, quel lander, en fait, ça ne marche pas le Wi-Fi. Donc en fait, là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont fait une IA embarquée. Donc ils ne vont pas aller chercher une brique AWS ou Microsoft, etc. Donc en fait, faut vraiment, et c'est très important cette idée dans la table ronde d'avoir des échanges terrain pour dire attendez, mais la réalité du terrain, c'est pas du tout. On est 20 ans en arrière par rapport à ce que vous connaissez en fait, hein, dans les grands centres urbains, dans le milieu de la tech, etc. Donc ça, c'est un premier exemple très, très concret et du quotidien. Et ça marche super bien. Et on est en train de le déployer un peu partout. Après, un exemple plus prospectif, c'est par exemple la chute. Donc on sait très bien que la chute à domicile est un problème. Et nous, quand on a appris la gériatrie, on nous disait toujours, mais la chute, vous savez, c'est brutal en apparence, mais en fait, c'est la fin d'un processus. C'est-à-dire la personne, en fait, ça fait des semaines que ça ne va pas et ça se termine par une chute. Et il y a toujours un facteur déclenchant, mais on s'en fout du facteur déclenchant. Ça ne nous informe pas sur la vraie cause. Et en fait, au début, on a déployé des capteurs de chute, mais pareil, on arrive après, à la fin, trop tard. On évite éventuellement qu'on reste trop longtemps au sol, mais bon, on pourrait faire mieux. Et maintenant, on commence à avoir des outils de télésuivi, de télésurveillance, vous l'appelez comme vous voulez, qui captent des signaux 24-24 de mobilité, de temps de sommeil, de rythme veille-sommeil, etc., d'alimentation, et qui vous disent attention, là, il se passe un truc, et cette personne, elle va tomber. Et ça, on a prouvé que ça marchait. Elle va tomber dans 15 jours. Et encore une fois, quand on capte des données 24-24 chez une personne, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, ben, il faut de l'algorithmie au minimum, il faut de l'IA. Alors là, ça c'est de la preuve de concept, c'est qu'on a démontré que c'était possible, que ça fonctionnait dans des essais cliniques contrôlés, etc. Après de là, le mettre en œuvre, ben, il faudrait déjà qu'il y ait un système de financement qui aille avec. C'est un système de financement où le risque n'est pas réalisé. Donc ça existe un petit peu avec les articles 51, avec le télésuivi, mais de là que ça passe à l'échelle, que ça rentre dans le droit commun, que ça diffuse de manière très large, on n'y est pas encore tout à fait. Et a priori, là, l'argent, il va plutôt aller dans la défense que... Ah, mais là, tu ouvres les portes, Antoine, effectivement, là où il y a le plus de data, on sait où c'est, comment on les ouvre, comment on les partage, comment on rentre dans des modèles d'IGA, puisque tu citais l'Allemagne. Ouais, il faut qu'on accélère là-dessus aussi. Allez, à toi, vas-y. Monsieur Bourquin, vous êtes arrivé, Bonjour. donc je me permets effectivement de repartir donc au début de notre table ronde où vos confrères et consoeurs donc sont intervenus donc sur les besoins en termes IA dans l'axe autonomie et bien vieillir. Est-ce que en 1 minute chrono comme ils l'ont fait, vous pourriez effectivement nous donner une idée, selon vous, donc au niveau de la FHF, les besoins les plus urgents pour accompagner le bien vieillir et l'autonomie? 1 minute. Une Oui. minute chrono, ouais. Non, mais bon. Après, il y aura d'autres questions. D'abord, on a un sujet quantitatif devant nous qui est colossal. Vous connaissez les chiffres. Je rappelle, 700 000 personnes en perte d'autonomie supplémentaire dans les 20 ans qui viennent. Et on part d'une situation où les besoins ne sont pas couverts. Les besoins essentiels, ils sont à la fois en termes sanitaires, mais peut-être au moins autant en termes d'accompagnement à l'autonomie et à la lutte contre l'isolement. Moi, je pense que c'est absolument essentiel. Et sur ces axes-là, le potentiel des nouvelles technologies, et moi je suis d'accord, l'IA c'est la pointe avancée avec tout ce qu'on peut en dire, tous les fantasmes, mais il y a énormément de choses qui n'ont rien à voir avec l'IA générative et qu'on pourrait mettre à niveau, et puisque j'ai qu'1 minute, il nous faut un grand plan d'investissement et on rate toutes les occasions de le mettre en œuvre. On a encore raté une occasion il y a 1 mois, quand le Parlement a décidé d'affecter 1,5 milliard d'euros de recettes supplémentaires à la branche autonomie.
est de ne rien mettre sur un plan d'investissement. Il faut un plan d'investissement pour passer à l'échelle et pour pouvoir faire émerger, et sinon vous allez me couper, cette manière de fonctionner que vous avez évoquée juste à l'instant, c'est-à-dire de faire en sorte de sortir du discours systématique sur la prévention en faisant rien finalement. Et c'est pour ça qu'il faut changer le mécanisme de financement en pouvant réellement faire émerger les solutions qui font que la prévention devient non seulement utile, mais ça, tout le monde est d'accord que c'est utile, mais, j'ose le mot, rentable pour les opérateurs. C'est-à-dire qu'elle cesse d'être un coût pour être une solution qui évite un certain nombre de dépenses et qui permettent de valoriser le travail humain là où il est indispensable. Donc c'est très bien. on était donc sur les projets, les expériences que vous pouvez partager les uns et les autres sur l'apport réel de l'IA dans l'axe autonomie et bien vieillir. Donc là, il y a un tout petit peu plus de temps. Donc est-ce que vous pouvez nous donner des exemples peut-être qui sont traités à la FHF par rapport à ça ou pas ? Alors, nous, on est une fédération qui représente l'ensemble des établissements publics. Oui. Donc, on n'est pas, je ne suis pas là pour, entre guillemets, promouvoir telle ou telle solution. Mais on pourrait dire 3 choses. Je suppose que vous les avez déjà évoquées, parce que la première est très largement dans les esprits. C'est le fameux dispositif ICOP. Mais j'ai quand même quelques petites choses à dire sur cette affaire-là. D'abord, nous, on a été un peu en soutien de la mesure législative dont je ne suis pas sûr que tout le monde sache qu'elle existe. En tout cas, je vous rassure, les pouvoirs publics ne le savent pas qu'elle existe. Pourtant, elle a été votée à l'unanimité. En mars 2024, absolument Françoise. En mars 2024, l'Assemblée nationale dit il faut un dépistage systématique des fragilités et il y aura un décret qui fixera le cahier des charges pour dire qui, comment et selon quelle modalité, avec quel financement. Vous avez remarqué, on est en janvier 2026. Non seulement le décret d'application n'est pas sorti, avec le cahier des charges qui l'organise, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu une seule réunion de concertation. Alors, il y a sûrement eu du travail qui a été fait dans les bureaux, mais il n'y a eu aucune réunion de concertation justement pour organiser la mise en œuvre. Et pourtant, ces mêmes pouvoirs publics, preuve que quand même ils réfléchissent, nous disent, il y a 40, je parle sous le contrôle de gériatres qui connaissent ça mieux que moi, mais il y a 40% des pertes d'autonomie qui sont évitables ou au moins reportables fortement dans le temps. Donc, on tient vraiment là, et ça fait le lien avec ce que j'évoquais juste avant, on tient vraiment là quelque chose où les moyens investis, humains et financiers, auraient un retour sur investissement collectif, humain, mais aussi pour l'assurance, pour la sécurité sociale, l'assurance maladie, absolument fondamental. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les outils, je ne vais pas citer les noms, mais c'est les outils qui permettent de prévoir, je dis presque le mot, de prévoir les moments, les chutes, les décompensations. Et la troisième, qui est peut-être plus métier dans les établissements, c'est ce qu'on appelle les dispositifs d'oreille augmentée, qui vont permettre de réorganiser, et c'est là que là aussi je fais le lien avec ce que je disais à l'instant, de réorganiser le travail. Par exemple, le travail de nuit, vous savez, aujourd'hui, les aides-soignantes, alors je ne sais pas s'ils font ça en Allemagne aussi, mais je pense, chaque nuit, elles vont passer dans toutes les chambres, dans tous les logements, parce que maintenant on préfère dire logement, pour voir que Madame Durand, Janine et pas Ruth, mais après tout peut-être, ou Germaine, n'est pas tombée, va bien, etc. Bon, une fois sur deux, elle va la réveiller. C'est évidemment le moment où la personne va dire bah, « tiens, j'irai bien aux toilettes » et c'est évidemment le moment où elle va tomber et où on va la retrouver des heures et des heures après. Et là, avec ces dispositifs d'oreille augmentée qui identifient avec un taux de fiabilité très très élevé, hein, proche de 100%, les râles, les chutes, etc., eh ben, en fait, on va pouvoir éviter le passage systématique, mais par contre, faire un accompagnement beaucoup plus ciblé, parce qu'on s'aperçoit que Germaine, ça ne va pas aujourd'hui, pas forcément parce qu'elle est tombée, mais parce qu'elle s'agite, etc. Vous voyez, ça, je trouve que c'est des dispositifs qui sont très intéressants, mais encore une fois, notre sujet, c'est le passage à l'échelle.
c'est pas qu'il y ait 4 EHPAD dans l'ouest de la France qui le fassent, mais qu'il y en ait demain 7000 sur le territoire national, pour pouvoir consacrer des ressources rares et qui, avec l'évolution démographique, non pas celle des très âgés, mais celle des jeunes, va se raréfier, pour pouvoir consacrer ces ressources rares à une meilleure qualification et à les moments, c'est-à-dire l'interrelation humaine, où celle-ci est indispensable, en gagnant du temps sur tout le reste et en pouvant offrir des services qu'on ne peut pas offrir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Madame Tannenbaum, est-ce que vous pouvez rebondir sur quelques minutes, effectivement, par rapport à ce qui vient d'être dit? Bien sûr. Alors les gérontopoles, il y en a plusieurs dans la salle que je salue. Le gérontopole Centre Val-de-Loire, le gérontopole d'Île-de-France, Girondif, travaillent et sont dans les starting blocks. Il y en a 12 sur le territoire national. Il y en a 3 qui vont éclore cette année. Encore, Grand Est, Martinique, La Réunion, sont dans les starting blocks pour déployer ce fameux dispositif ICOP, comme Integrated Care for Older People, qui est un dispositif de l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est à partir de 60 ans qu'on doit rentrer. C'est très facile, c'est dans votre iPhone ou autre smartphone, je ne fais pas de pub, le ICOP Monitor, c'est gratuit. Et tous les 6 mois, vous rentrez vos scores. Voilà, le temps que vous mettez pour lever et s'asseoir d'une chaise 10 fois, etc., votre poids, etc. Et quand ça commence à ne plus avoir la même ligne, comme il y a quelque chose qui commence à ne plus être dans l'habituel de vos données, eh bien une plateforme vous appelle pour vous dire allez voir votre généraliste, allez voir votre ophtalmo, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme ça, on fait de la prévention à partir de 60 ans. On y croit. On est dans les starting blocks pour partir avec tous les acteurs. Les gérontopoles sont des acteurs réseau qui ont en leur sein l'ensemble des acteurs, les soignants, les universitaires, on a les chercheurs avec nous, les établissements médico-sociaux, mais les établissements de santé, les collectivités territoriales, l'ARS, les départements, etc. On est prêt à partir, mais on est aussi prêt à partir avec la Poste Santé Autonomie, les facteurs, effectivement, qu'on va former, avec l'Agir Carco, il faut absolument qu'on mette ce dispositif. Mais l'IA, ce n'est pas uniquement la santé, c'est la qualité de vie des seniors. Et franchement, si on arrivait à avoir dans les petites voitures, celles qui sont accessibles aux petites retraites, les logiciels qui existent dans les voitures de luxe et qui permettent de rouler quasiment sans plus rien avoir à faire, ben c'est chapeau pour l'isolement. Franchement, c'est bien. Et puis la robotique intégrée dans les domiciles, dans la cuisine, c'est vraiment très bien. Et la robotique pour aider les soignants. Ah oui, et même aider les soignants à domicile, leur gagner du temps. Et comme ça, ben, ce temps gagné, on peut le prendre pour accompagner la personne âgée, acheter son pain. Vous savez, le boulanger, c'est comme le pharmacien. C'est l'endroit où on voit le plus facilement pour parler à quelqu'un ou pour rentrer dans le système de santé. Vous allez voir le pharmacien, il vous donne un conseil, il vous oriente. Eh bien, le boulanger, vous achetez votre pain, mais vous avez acheté votre pain quand il y a du monde, quand vous allez pouvoir rencontrer les voisins, etc. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Et l'IA va nous aider dans cette vie de tous les jours. Puis l'IA va aussi aider les tutelles à faire des plans cohérents entre les plans de planification de l'Agence régionale de santé et les planifications des régions, l'urbanisme favorable à la santé. Il faut mettre tout ça en cohérence. Et donc, les gérontopoles travaillent là-dessus, accompagnent les start-up qui font de l'IA pour suivre les malades qui ont des maladies neurodégénératives, mais vont aussi ils ont un outil cartage qui peut visualiser sur une carte là où habitent les seniors et trouver ceux dont on ne s'occupe pas pour justement envoyer les services chez ceux-là. C'est ceux les plus difficiles à trouver, mais vont aussi montrer que l'incohérence des schémas des uns et des autres, qu'il faut le mettre ensemble pour être plus efficace.
Connecting people, c'est bien. Et Dominique Pont sort de ce corps. Hein. Vous avez beaucoup cité la Poste Santé Autonomie. Pour conclure, vous savez, un mot, une phrase, un verbe. Non, un mot. Un verbe. Un mot. Antoine ? Ouais, un mot. Carbone. Ok. Ça veut rien dire, ça vous oblige à me poser une question, Ouais, comme ça j'ai droit à une phrase. mais je ne la poserai pas. Carbone 14, laisser une trace, il y a plein de... Les atomes de carbone, selon comment les agences, ça fait du charbon ou du diamant. Pour moi, l'IA et les technos de santé, c'est exactement ça. C'est C'est-à-dire poétique, où c'est ça beau. bénéficie au CSP+, Ouais. de centre-ville, où on construit, autrement dit, ça rend très, très, très important les fondations, la doctrine, comment on veut, à quoi on veut que le système ressemble demain. Donc ça rend capital le rôle de l'ANES, par exemple. Voilà. Merci de nous donner du boulot en plus. Stéphanie, à toi ? Alors je dirais bien changer, mais pour être plus délicate, je dirais évoluer. C'est moins vieux. Ouais, t'aurais pu être violente, moi, on l'aurait accepté aussi. Monsieur je vais- Bourque. On vous garde pour la fin. On vous garde pour la fin. Programmation. Passage à l'échelle aussi. Hein, Et programmation, ouais. Et on prendra une initiative dans ce sens rapidement avec la FHF. On y reviendra en conclusion. Améliorer la qualité de vie. On a tous envie de mieux vivre. Merci à vous, en tout cas, pour ces interventions. Donc, comme pour la table précédente, je vous indique que vous pouvez effectivement échanger avec les organisations et les acteurs qui sont dans l'axe de cette thématique. Donc, Ali Bard, qui est CEO de Companion Care, Ruben Weinstein, cofondateur de Speakly, Kevin Charras, qui est président du Gérontopole de Bretagne et trésorier de l'UGF, et Madame Tannenbaum les a cités, donc le Gérontopole Centre-Val de Loire avec sa directrice Sarah Legland et le Gérontopole d'Île-de-France avec sa directrice Isabelle Dufour.